Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de renouveler votre fidélité à votre émission, le jury du dimanche e-radio ITV. Nous émettons à l'immeuble Belli Bousso, rue Kaolack, angle Fatick, au point E, et nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche le directeur général de Senelec, Pape Mademba Bitèye. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, Mamadou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est sans aucun doute l'homme de la semaine. L'annonce de la hausse de 6 à 10% du prix de l'électricité a projeté Pape Mademba Bitèye au devant de l'actualité. Normal quand on sait l'importance de ce produit dans la vie des ménages et des entreprises. Si l'eau est un liquide précieux, une denrée vitale, l'électricité n'est pas loin de l'être dans le monde d'aujourd'hui. Le directeur général de Senelec est allé au charbon mardi dernier pour confirmer, justifier, expliquer et préciser la mesure d'augmentation sur la facture de courant. Sa sortie était attendue, mais tout le monde ne l'a pas entendue de la même façon, de la même oreille. Une question qui nous paraît centrale au lendemain de l'homologation de la hausse par la Commission de régulation du secteur de l'électricité. Que s'est-il passé entre la baisse du prix de l'électricité en vigueur depuis le 1er mars 2017 et la hausse de la facture de courant qui sera effective à partir de ce dimanche 1er décembre 2019? L'hôte du jury du dimanche répondra à cette interrogation et à bien d'autres relatives à la gestion de Senelec, l'électrification rurale et universelle et l'avenir de la société au moment où des voix s'élèvent pour demander à nouveau sa privatisation. Nommé à la direction générale de Senelec en remplacement de Mohamedou Makhtar Cissé, devenu ministre du pétrole et des énergies, Pape Mademba Bitèye est lui-même un pur produit de la boîte d'électricité qu'il a intégrée en septembre 1998. Auparavant, il a été secrétaire permanent à l'énergie. Son pedigree académique, licence en physique-chimie, maîtrise en physique appliquée, DEA en énergie solaire à l'université Cheikh Anta Diop et enfin diplôme d'ingénieur électromécanicien à l'école supérieure interafricaine de l'électricité de Bingerville en Côte d'Ivoire. Bitèye a été major à toutes les étapes de son cursus universitaire. Pourquoi ? Pour la tête bien faite que vous êtes, cette hausse du prix de l'électricité était inévitable. Merci beaucoup, Mamadou. Vous me permettrez d'abord de présenter toutes nos condoléances au peuple sénégalais suite à la disparition de Mme Colette Senghor, le premier président du Sénégal qui a eu à bâtir cette nation qu'est le Sénégal. Donc nous nous inclinons devant sa mémoire. Pour répondre directement à votre question, essayons d'abord de faire la genèse d'où nous venons. Rappelons-nous bien de la période avant 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les émeutes de l'électricité. Et moi-même, je suis très bien placé pour le dire, parce que j'ai été le responsable du dispatching national, la structure qui distribuait l'électricité dans le Sénégal, qui faisait à chaque instant l'équilibre entre ce que nous étions capables de produire et ce que nous étions capables de fournir aux consommateurs. Avant 2012, tout le monde le savait. Il n'y avait pas suffisamment de production. Les machines qui étaient disponibles ne fonctionnaient qu'avec le rythme de ce qu'on appelait à l'époque marche ou crève. Ça veut dire lorsqu'on avait une machine qui faisait 5-10 MW qui tombaient en panne, c'était des délestages. Et on avait parlé de plus de 900 heures de délestage sur l'année. Exactement. Et même dans certaines, quand on se rencontrait avec nos homologues des pays voisins, ils nous disaient, au Sénégal, vous n'êtes plus au niveau de délestage, mais au niveau du rationnement de l'électricité. Parce que lorsqu'on dépasse un certain nombre d'heures de coupure dans l'année, ce n'est plus du délestage, mais c'est du rationnement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Le président Macky Sall, il est venu avec sa vision. Souvenez-vous du Conseil des ministres décentralisé de Diourbel en juillet 2012, lorsqu'il déclinait sa vision de mix énergétique, de développer les interconnexions, mais surtout d'augmenter l'accès des populations en milieu rural. Depuis lors,
qu'est-ce qui a été fait? Le parc de production a été presque doublé, avec une puissance qui avoisine aujourd'hui les 1300 MW. Le temps de coupure qui était de 900 heures, soit 39 jours dans l'année, aujourd'hui nous sommes presque à moins de 2 jours de coupure dans l'année. Et quand l'exemple que je donne souvent, je me souviens des industriels venaient nous voir au dispatching pour dire, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous arrivez à nous fournir juste 6 heures de coupure, 6 heures d'électricité par jour. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont alimentées en continu 24 heures sur 24. D'accord, électricité en quantité, électricité en qualité aussi, je dirais, et à moindre coût. Les Sénégalais aimeraient savoir pourquoi on a procédé à une baisse entrée en vigueur le 1er mars 2017, baisse de 10%, et 2 ans après, on revient à une hausse presque du même montant. Pourquoi cette hausse-là, qui entre en vigueur ce dimanche, était inévitable? C'est la question centrale. Voilà. Que s'est-il passé? J'explique d'abord pourquoi la baisse de 2017, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup d'interprétations qui ont été faites. Donc quand nous avons relevé le défi de la disponibilité de l'énergie, en 2015, il n'y a pas eu de compensation de l'État. En 2016, il n'y a pas eu de compensation de l'État. Et quand on regarde même le revenu de 2016, Senelec a perçu un peu plus. Le président de la République a dit, après 2 années consécutives où on n'a pas versé de compensation, est-ce que ce qu'on a gagné, on ne peut pas le répercuter sur le consommateur? C'est ce qui a été fait exactement. Donc le calcul de 2017, même si ça correspondait à ce que certains appellent des calculs électoraux, Oui. ça se justifiait. Parce Certains que si pensent que c'était une baisse électoraliste pour gérer les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019. Voilà, donc Oui. si en Vous 2015... êtes d'accord avec non, je ne suis pas d'accord, parce remarque? que je dis que si Oui. le calcul technique Oui. rencontre le calendrier électoral et qu'au finish, ça peut bénéficier aux populations, on ne devrait pas y cracher. C'est ce qui a été fait. En 2015, il n'y a pas de compensation. En 2016, il n'y a pas de compensation. Le président a décidé que ce gain qu'on a effectué pendant ces 2 années, on peut les répercuter sur le consommateur. Mais de l'avoir fait tomber avec les élections, il y a quand même une arrière-pensée derrière. Oui, non? mais c'est ce que je dis. Oui. Si le calcul technique et le calendrier électoral correspondent pour le bien-être des populations, on ne peut pas y renoncer. Si on n'avait pas réglé le problème en 2015, si on avait en 2015, il n'y a pas de compensation, en 2016, il n'y a pas de compensation. Donc 2 années de suite où on a réalisé des performances et le président a décidé de partager ces performances-là avec les Sénégalais. Et comme par hasard, après l'élection présidentielle, la hausse qui survient, Maintenant, était-elle inévitable? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Parce que je dis souvent, Senelec a un revenu. Et le revenu, c'est le régulateur qui détermine le revenu de Senelec. C'est pour ça même nous parlons de réajustement tarifaire. Parce que ce réajustement-là, encore une fois, n'augmente en rien le revenu de Senelec. C'est un réajustement tarifaire qui permet juste à Senelec d'avoir son revenu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a calculé 3 trimestres de suite où l'État, on a eu 33% de hausse, premier trimestre, deuxième trimestre hausse, troisième trimestre hausse, et ces 3-là cumulés font 89 milliards de francs CFA que l'État a accepté de prendre en charge. Au quatrième trimestre, on est arrivé à 12 milliards de francs CFA. L'État dit, je prends les 10 milliards et je répercute les 2 milliards au niveau du consommateur. Et les 12 milliards, quand les calculs ont été faits, ça devait correspondre à un réajustement moyen de 26%. L'État dit, je prends en charge les 20% et les 6%, je les répercute. Maintenant, comprenons qu'est-ce que ce réajustement a été fait. 1. Le président a été très clair, les couches les plus démunies ne doivent pas être concernées. Si on prend la première tranche qui correspond aux clients de Senelec, qui ont des factures
de 15 000 francs. Pas de hausse, 0% de réajustement. Et ces clients représentent 611 203. Sur un total? Sur un total de 1 131 000, soit 54% qui n'ont pas connu de réajustement. La deuxième couche qui vient, ce sont les clients, les ménages qui ont des factures autour de 25 000 francs. Ça veut dire que c'est un ménage qui a 5 lampes, un frigo, 100 litres, une télé en couleur et qui peut avoir une télé en couleur et une facture mensuelle de 25 000 francs. Bon, la télé en noir et blanc n'existe plus, hein? Justement. D'accord. Et donc, ces clients-là, quelle est la hausse, le réajustement qui a été opéré? Donc, j'ai dit facture de 25 000 francs. Mais quand on regarde l'ajustement qui a été opéré, le maximum que ces clients vont avoir, c'est un réajustement entre 600 francs et 1200 francs. Pour ceux qui sont concernés par la hausse. Par ce réajustement-là. Oui. Ils auront un réajustement compris entre 600 francs et 1200 francs maximum. Et ces clients, aujourd'hui, disposent de l'électricité en continu, contrairement à ce qu'ils avaient. Prenons exemple pour voir, Mamadou, combien 1200 peut représenter. La plupart de ces gens qui achètent des cartes téléphoniques, je ne veux pas citer d'opérateurs, mais le crédit minimum que vous pouvez acheter, c'est 500 francs, 1000 francs. Nous ne disons pas que c'est rien du tout, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui indispensable pour permettre à Senelec d'avoir son revenu. Oui, la question que les auditeurs posent à travers la page Facebook de l'émission, qui a été très bien animée d'ailleurs quand l'annonce de votre venue a été faite, je résume leurs interventions parce que je ne peux pas citer chacun d'eux, c'est de dire mais pourquoi nous, clients, nous devrions payer les égarements dans la gestion de Senelec? C'est la question qui est posée comme ça. Vous répondez quoi? Je répondais simplement que... De Senelec et de l'État, de manière générale. Il n'y a pas d'égarement. Ah oui? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est l'État qui subventionnait ses consommateurs. Ce même État est en train de subventionner la CMU. Ce même État est en train de subventionner les hôpitaux. Si on prend la dialyse, si on prend les autres couches sociales que le président a accepté de prendre en charge. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? On est arrivé, après avoir pris 100 milliards sur cette subvention, l'État a dit il faut que ceux qui sont capables de payer l'électricité, et ça je signale qu'on nous reproche ça souvent, on dit vous êtes en train de subventionner des gens qui sont capables de payer. Donc ce réajustement tarifaire ne vise qu'à rétablir une certaine justice sociale et une certaine équité sociale. Oui, mais pourquoi Senelec a comme option de faire payer toujours plus ceux qui ont des factures élevées? C'est par souci d'économie. Ah oui, vous voulez pousser ces gens-là à économiser l'énergie. Parce que la politique tarifaire qu'on avait, c'était l'inverse. Est-ce que s'ils économisent, vous allez vous en sortir? Bien sûr. Vous ne comptez pas sur les factures élevées pour faire votre beurre? Bien sûr, mais l'énergie la moins chère, c'est l'énergie qui n'est pas produite. Parce que si nous ne produisons pas, et si nous produisons au moindre coût, c'est là où nous économisons. Parce que n'oublions pas que nous dépendons beaucoup du pétrole, où on dépense beaucoup plus. Donc si vous me permettez juste, Mamadou, pour revenir sur ce point de réajustement tarifaire, c'est pour dire qu'on a 611 000 ménages qui ne sont pas concernés. Les ménages qui ont des factures inférieures à 15 000 francs. 300 000 ménages qui ont des factures inférieures à 25 000 francs qui ne contribueront qu'entre 600 et 1200. Donc qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que la subvention que l'État donnait à tout le monde, l'État a dit cette fois-ci, je laisse cette même subvention à ceux qui en ont besoin.
ceux qui n'en ont pas besoin, parce qu'ils ont les moyens, ce sont ceux qui ont des factures de plus de 200 000, 250 000. On leur dit quand même, vous devez contribuer. Et je rappelle que cette contribution, quand on regarde, c'est en moyenne 6%. Et ce sont ces mêmes clients, avant l'arrivée du président Macky Sall, qui étaient capables d'acheter des groupes, qui étaient capables de mettre des onduleurs dans leur maison, qui prenaient du carburant pour avoir de l'électricité. En d'autres termes, ce sont les clients qui ne souffraient pas du rationnement de l'électricité. Aujourd'hui, ces mêmes clients, si on leur demande de faire un effort pour participer à hauteur de 6% et permettre à Senelec de développer son plan d'investissement et permettre à Senelec, pendant cette période transitoire où après le feu de gaz, on aura des tarifs qui seront réduits à hauteur de 40% avec les coûts de production qui vont baisser, je pense que c'est tout naturellement que ces gens devraient pouvoir accepter de participer pendant cette phase transitoire-là à ce réajustement-là. Pourquoi? Pour permettre à d'autres Sénégalais d'accéder à l'électricité. Parce que le président l'a dit, il veut l'accès universel à l'horizon 2025. Très bien, on en Et reparlera. également, Oui. pour permettre à l'État de mieux accompagner Senelec. Parce que les montants subventionnés pouvaient servir à l'État de mobiliser davantage de ressources pour accompagner le plan d'investissement de Senelec. Donc, à mon avis, il ne s'agit pas d'augmenter les revenus de Senelec, mais il s'agit juste de permettre à cette entreprise qui a fait tant d'efforts pour amener le niveau de qualité de service là où il en est aujourd'hui. Parce que je rappelle qu'en termes d'indicateurs, nous faisons partie des meilleures sociétés d'Afrique sur le plan technique en termes de performance. On reviendra dessus. Vos bénéfices sont de combien? Quand vous dites que ce n'est pas pour enrichir Senelec, aujourd'hui, vous êtes bénéficiaire ou déficitaire? Oui, depuis 5 ans, l'entreprise réalise des résultats positifs. De combien? Le dernier résultat, c'était 26 milliards qu'on a réalisé en 2018, oui. Et en 2017 plutôt, et en 2018, on est autour de 30 milliards. 30 milliards avec des bénéfices annoncés autour voilà. de 3 milliards. Mais ça, tout ça... Aujourd'hui, vous êtes déficitaire ou bénéficiaire? Non, aujourd'hui, Senelec est bénéficiaire. Bénéficiaire. Mais on est en train de parler du revenu. Très bien. Et je rappelle que ce revenu-là, Très bien. Senelec ne le détermine pas, mais c'est plutôt le régulateur qui chaque année lui dit, compte tenu des obligations que le gouvernement vous a fixées, compte tenu de tout ce que vous devez faire comme plan d'investissement, vous avez droit à ce revenu-là. Très bien. Je rappelle que l'émission Le Jury du dimanche reçoit Pape Mademba Bitèye, directeur général de Senelec. Nous allons écouter deux Sénégalais vous interpeller sur ce réajustement ou cette hausse. Les Sénégalais considèrent que c'est une hausse. Bonjour Mamadou et vous et à votre invité. Mes questions sont les suivantes. En 2017, le directeur sortant, M. Makhtar Cissé, nous parlait de possibles baisses du coût de l'électricité à l'horizon 2020. Dans la même veine, il magnifiait la santé financière de sa boîte et de la vente même de l'électricité au pays de la sous-région. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour ce revirement de situation? Les Sénégalais n'y comprennent plus rien. Deuxièmement, quelle réponse donnera-t-il à ceux qui soutiennent que les charges de la Senelec sont trop lourdes et pour combler le gap financier dû à ces charges, la Senelec voulait faire supporter par les consommateurs? Merci. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, on a même parlé de la possibilité de vendre l'électricité dans la sous-région. Lui, il pense que Senelec a trop de charges et qu'elle est en train de faire payer ça aux Sénégalais. Je crois que le niveau de charge de Senelec est toujours scruté et contrôlé par le régulateur, qui, chaque fois qu'il doit déterminer le revenu de Senelec, en tient compte. Aujourd'hui, quel est le niveau de charge de Senelec? Nous tournons autour de 8%. Quand nous nous comparons aux sociétés les plus performantes de l'Afrique de l'Ouest, ils sont autour de 9-10%. Si nous prenons 8% de quoi? 8% du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, voilà. C'est bon pour le commun des mortels. Oui. Si nous prenons
les sociétés les plus performantes de l'Afrique de l'Ouest, 9-10%. EDF, 15-16%. Donc, lorsque les gens nous disent que c'est élevé par rapport à quoi? Mais aujourd'hui, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, comme je le dis, c'est que Senelec, sous la vision de M. le Président de la République, et avec l'accompagnement des Sénégalais, nous avons bâti quelque chose. Qu'est-ce que nous avons bâti? Ce que nous avons bâti, c'est que c'est la première fois que nous voyons une société de services publics qui était en crise, qui s'en est sortie sans une privatisation. Mamadou, jusqu'à présent, les sociétés qui étaient là, chaque fois qu'il y avait crise, la solution, c'était privatiser. Mais avec le président de la République, nous avons démontré que c'était possible, par une vision claire, par un personnel motivé et engagé, et également par l'accompagnement de l'État et des Sénégalais. Pourquoi les Sénégalais nous ont accompagnés? Jusqu'à présent, tout ce que nous avons réalisé comme projet, lorsque nous devons faire des routes, ce sont les collectivités qui nous ont donné ces terres. Lorsque nous devons faire ces centrales, ce sont les collectivités qui nous ont donné. Non seulement on est sorti de la crise, en si peu de temps, en 4 ans, parce que je rappelle qu'en 2015, il n'y avait plus de compensation. En 2016, il n'y en avait plus. Le mix énergétique que le président a théorisé en 2012, aujourd'hui, nous l'avons réalisé. Si vous regardez notre parc de production, on sera à 30% d'énergie renouvelable. Un mix qui comprend le solaire, l'éolienne et l'hydroélectricité. Nous avons même fait mieux que les pays qui sont réputés verts. Mais dans un tel contexte, c'est quand même paradoxal de procéder à un réajustement à la hausse des prix, alors qu'à un moment donné, on a même dit qu'on va vendre de l'électricité à la sous-région, alors que pour beaucoup d'intervenants, le prix du baril de pétrole aujourd'hui, qui est de $60, ne peut pas justifier ce réajustement. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe qu'il faut éclaircir? Mamadou, c'est pourquoi je dis, on est toujours en train de vendre l'électricité parce qu'on en vend encore à la Gambie. On est autour de 8 à 10 mégas que nous vendons à la Gambie. Il ne faut pas que les gens comprennent que ce sont les tarifs qui gouvernent Senelec. Non, c'est le revenu. Et ce revenu-là, pour l'avoir, les tarifs contribuent et l'État subventionne. Donc en réalité, il y a une partie de la subvention que l'État a accordée à certaines personnes, que l'État a dit non, j'enlève une partie pour pouvoir subventionner d'autres secteurs de l'État. Qui sont ces personnes? Ce sont les gens qui sont capables de payer l'électricité. Les riches? Parce que oui, je vous ai dit que sur les 1 131 000... Une facture de 25 000 francs CFA, ce n'est pas quand même dit qu'on est forcément riche. Hein? Mais par bimestre. Oui. Donc ça veut dire que vous consommez de l'électricité. Mais justement, puisque la logique c'est de, comment dirais-je, facturer les riches, on peut quand même en trouver dans ce pays. Hein? Ils sont nombreux, non? Ouais. Et il y a même des institutions de l'État qui en profitent, non? Les institutions de l'État sont facturées au même titre que les autres. Et ce réajustement ne protège que les ménages les plus démunis. L'agent de Senelec, il ne paye toujours que 10%? L'agent de Senelec paye l'électricité. Oui, combien il paye? Oui, il est autour de 20%. Oui. Pédagogie de l'exemple, est-ce qu'il ne devrait pas payer un peu plus? Non, il va payer plus. Les agents de Senelec ne seront pas fâchés, mais c'est la question qui est posée. Pourquoi l'agent de Senelec paierait-il 20% de la facture? Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons, Mamadou, dans toutes les sociétés que vous avez, les employés disposent de ce qu'on appelle d'un tarif préférentiel. De quelques avantages, oui. De quelques avantages. Et ces avantages-là, ils peuvent être en numéraire ou bien ils peuvent être en nature. Et le 20%, c'est vraiment le juste prix? Aujourd'hui, justement, si on regarde le niveau de rémunération des agents de Senelec, vous l'avez dit tout à l'heure, on a dit Senelec est à 8%. On va en Côte d'Ivoire à côté, les gens sont autour de 9-10%. Peut-être si les gens étaient à un niveau de rémunération qui leur permettait d'être à l'aise,
on peut réajuster. Mais jusqu'à présent, le niveau de rémunération des agents de Senelec, moi je reçois tellement de plaintes, tellement de doléances par rapport au niveau d'endettement de l'agent de Senelec. Bon, on se dit, ça c'est quelque chose qui est là et qui doit pouvoir leur permettre de travailler et d'être dans les meilleures conditions. Le salaire moyen à Senelec. Et je dirais à ce niveau-là, Mamadou, laissez-moi juste donner un exemple. Oui. On a fait le truc dans la sous-région. Aujourd'hui, c'est à Senelec uniquement que l'on trouve des centrales qui datent d'avant l'indépendance et qui fonctionnent. Et ça, c'est grâce à l'expertise des agents de Senelec. On a eu à le voir par le passé, des agents qui passent toute la nuit, toute la journée, et qui se démènent pour pouvoir amener le confort chez le Sénégalais lambda, qui dispose de l'électricité. Et ça, c'est très important, Mamadou. Le salaire moyen? J'insiste, si vous ne voulez pas y répondre, bon. Oui, le salaire moyen, je ne me permettrai pas de m'y lancer parce qu'en fonction de la catégorie, ça peut amener des politiques que le contexte ne justifie pas aujourd'hui. Très bien. Est-ce que le prix de $60 le baril peut justifier un réajustement des tarifs de Senelec? Mamadou, vous savez, le revenu de Senelec est indexé avec 3 facteurs. L'inflation, le baril et également le taux de change. Et le poste le plus important, je vous ai dit tout à l'heure, que 70% de la production se fait avec le fût. Quand on regarde ce RMA, aujourd'hui, les 75 à 80%, c'est les charges d'exploitation. Par charge d'exploitation, je ne mets pas c'est le combustible, c'est ce que nous payons aux IPP qui nous fournissent l'énergie, c'est ce que nous payons aux autres qui sont là. Mais Mamadou, je veux qu'on regarde. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut admettre, avant 2012, la situation de crise que nous connaissions, qu'on arrive jusqu'à ce niveau de qualité de service, qui fait partie des meilleurs en Afrique de l'Ouest, sans pour autant que ces tarifs ne bougent, avec des investissements qui sont à hauteur au niveau de la production, presque dans le pipe, on a 1233 milliards d'investissements. Avant 2012, le niveau d'investissement sur le réseau, c'était autour de 2 milliards par an. Aujourd'hui, quand nous regardons ce que nous avons, on est autour de 170-180 milliards d'investissements. Mamadou, tout cet argent-là, ce n'est pas des dons. Tout cet argent-là, on est allé chercher. Mais quand on fait cet investissement pour mettre le produit à la disposition du consommateur, et je signale aujourd'hui que le débat, ce n'est pas un débat sur la disponibilité de l'énergie, mais le débat, c'est sur le prix. Alors que rappelez-vous, avant le président Macky Sall, avant le président Macky Sall, le débat c'était il n'y a pas d'énergie et ça coûte cher. Mais aujourd'hui, personne ne parle plus de la disponibilité de l'énergie. Regardez ce qui a été fait au niveau du monde rural. Avant 2012, on était à 1698 villages électrifiés. Quand le président est venu, il a électrifié plus de 3000 villages. Mais Mamadou, tout cet investissement, tout cet argent-là, on n'est pas allé chercher ça quelque part et venir mettre. C'est de l'argent que Senelec a emprunté, c'est de l'argent que l'État est allé chercher pour nous donner, pour mettre à la disposition des Sénégalais ce produit. Mamadou, mettons-nous un peu en avant. Si en 2012, on nous disait, pour avoir l'électricité, on vous augmente juste, pour ceux qui en ont les moyens, 6%. Moi, je dirais que tout le monde allait signer tout de suite. Parce que moi, je voyais les Sénégalais qui venaient nous voir. Dans quel sens ces gens étaient. Maintenant, c'est vrai que notre objectif, ce n'est pas de faire tout le temps ce réajustement. C'est pour ça que l'État l'a absorbé pendant les 3 premiers trimestres. Mais quand l'État dit maintenant, par rapport, on va vers une situation transitoire qui risque d'être un peu difficile avant d'arriver vers la baisse continue des coûts, est-ce qu'il n'est pas possible que ceux qui ont plus de moyens participent davantage? Très bien. On va essayer de courir un peu plus puisqu'il nous reste beaucoup de sujets à aborder. Le jury du dimanche, Pape Mademba Biteye, DG de Senelec. Nous allons écouter le prochain intervenant.
Bonjour monsieur le directeur, ma question c'est comment la Senelec va augmenter le prix de la consommation du courant avec les deux compteurs que sont le Woyofal et les anciens. Et quand on diminue les prix, nous les Woyofal, on ne comprend pas car nous consommons toujours le même prix qui était auparavant. Compteur classique. Je voulais le rassurer juste pour lui dire que le Woyofal aussi, la première tranche n'a pas bougé, comme de l'autre côté. Maintenant, il y a la deuxième partie qui concerne la deuxième tranche qu'on a réajustée. Et ce qu'il doit comprendre qui également... Qui est toujours de 6%. Voilà. Et ce qu'il doit comprendre également, c'est que lorsque vous achetez du crédit Woyofal, il y a une redevance qui est prise là-dessus. Et également, quand vous achetez un peu plus que ce que vous devez consommer et que vous tombez sur l'autre tranche qui coûte plus cher, c'est normal que le crédit que vous avez diminue. Mais dans tous les cas, ce que je peux dire aux clients Woyofal, qui sont du même niveau que les autres qui sont dans le post-paiement, c'est qu'on a essayé d'aménager de telle sorte que ceux qui étaient dans la tranche sociale, c'est-à-dire les familles les plus démunies, ne sont pas aujourd'hui impactés par cette hausse. Il y a un autre client Woyofal sur Facebook qui a dit « J'achète 200 francs le kilowattheure, là où l'autre client classique est à 130 francs, d'où un gap de 90 francs. » Vous comprenez quelque chose à ce qu'il dit? Mais pourtant, il a bien posé la question. Comment cela peut se faire? Les chiffres ne sont pas bons. Il ne peut pas acheter à 200 francs. Alors que l'autre achète à 90, ça, c'est pas possible. Il a parlé même de 220 francs. Je suis en train de rechercher. Ça, c'est pas possible. Cette fois-ci, je serai obligé de donner son nom, comme ça, on est sûr que Mahmoud n'a rien inventé. Non, bien sûr. Chertiam, facturation Woyofal 220 francs le kilo. Demandez au DG comment il facture sur les compteurs prépayés. J'ai acheté hier 30 000 via Orange Money. Pas de publicité, mais bon, je le cite quand même. Et j'ai reçu 136 kWh. J'ai fait le calcul, je me suis retrouvé à 220 le kilo. Quand j'ai regardé la facture de Barthélemy, je ne sais pas quel Barthélemy, peut-être Diaz, publiée sur les réseaux sociaux, la tarification du kWh sur les 3 tranches ne dépasse pas 130 francs. Une différence de presque 90, plus cher sur le compteur Woyofal, ce qui ne se justifie pas. Comment l'expliquer? Chertiam vous pose la question. Je dirais juste à Chertiam, s'il est à Dakar, il peut se déplacer dans l'agence pour qu'on le conseille et je serai prêt même à le recevoir parce que nous sommes dans une situation, Mamadou, où nous devons consolider ce que nous avons bâti ensemble avec M. le Président de la République. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de ce genre de polémique ou de discussion qui nous apporte. Nous sommes disponibles, je serai prêt moi-même à le recevoir avec le directeur commercial et le truc pour lui expliquer quelle est réellement la raison de sa facture. En tout cas, ce serait une de mes plus grandes satisfactions. Chertiam, allez dès lundi chez le DG de Senelec, à la rue Vincent. Et nous suivrons si la rencontre... Exactement. Voilà. Exactement. Parce que nous sommes là pour les Sénégalais. Très bien. Nous avons une mission de service public, Mamadou. Très bien. Faut-il craindre le retour des délestages aujourd'hui? Non. Et là, je suis catégorique. Non. Il n'y aura pas de délestage. Qu'est-ce qui amène les délestages? Délestage, c'est un déficit de production qui peut l'amener. C'est-à-dire, l'offre est inférieure à la demande. Aujourd'hui, Senelec a 1300 MW de capacité installée. La demande que nous avons enregistrée tourne autour de 700 MW. Et qu'est-ce qui se passe? On a même suffisamment de marge pour faire l'entretien de nos installations. Mamadou, si vous vous souvenez, avant 2012, chaque fois quand Senelec parlait de délestage, Senelec disait « Nous avons un groupe qui est tombé en panne ». À l'époque, les groupes, c'était des unités de 15 MW. C'était des unités de 9 MW. Chaque fois qu'on en perdait, on délestait la clientèle.
quand on perd des GTI, même si vous vous souvenez, à certaines occasions, c'était le blackout Mamadou. Parce qu'on avait un parc de production qui n'était pas résilient. Est-ce que vous savez, Mamadou, que depuis le 19 juillet 2016, exactement, on a perdu une centrale qui fait 115 MW, la centrale de Sendou. Et pourtant, ça ne s'est pas fait ressentir sur la qualité de service offerte à nos abonnés. Ça, c'est une première dans l'histoire de Sénélec. Sendou est définitivement perdu? Oui, bon, oui. Pas définitivement, oui. Mais pour l'année 2019 et même peut-être jusqu'en 2020, on n'aura pas cette centrale. Mais il est envisagé de reprendre cette centrale? De reprendre, et l'instruction que nous avons reçue de M. le Président de la République, c'est de le transformer au gaz. Au gaz. Mais sauf que vous avez loué une barge pour compenser pendant 5 ans. C'est la barge des Turcs. Voilà, et c'est justement l'avantage. Ouais, mais à combien vous avez loué? Nous l'avons loué à un coût qui est plus économique que les centrales que nous avons sur place. Et c'est pour dire aujourd'hui... Soyez précis. Ça veut dire que nos unités, parce que quand on fait de la production, c'est comme le commerçant. Quand nous vendons, nous voulons produire de l'électricité pour vendre, nous utilisons d'abord les machines les moins chères du parc de production. Pour diminuer le coût de production, ce que le régulateur nous demande, afin de pouvoir optimiser. Quand on regarde l'ordre de mérite, comme on le dit, c'est l'hydroélectricité qui est la moins chère qui est Manantali. Nous n'avons pas encore le gaz. Qu'est-ce qui vient? C'était le charbon. Et après le charbon, nous avons justement cette barge-là. Cette barge n'a pas impacté sur le réajustement? Non. Oui. Vous pouvez l'affirmer devant les Sénégalais? De manière formelle. Et au contraire, c'est cette barge-là qui nous a permis, lorsque nous avons perdu Sendou, de pouvoir satisfaire la demande correctement sans cesse. Et il n'y aura pas de délestage? Justement, certains le craignent. Il n'en aura pas parce que, comme je dis, on a suffisamment de capacité de production. Nous continuons même de donner à la Gambie. Et avec le réajustement qui vient d'être opéré, ça permettra à l'État de pouvoir et à Sénélec de disposer de son revenu pour pouvoir acheter le combustible justement et mettre dans ces machines. Oui. Et l'erreur aurait été de maintenir les tarifs, d'avoir suffisamment de machines et de ne pas pouvoir les faire tourner parce que Sénélec serait incapable d'aller acheter du combustible pour mettre dedans. Et c'est ça que les Sénégalais doivent comprendre dans le réajustement. À côté des ménages, on a tendance à l'oublier, il y a les industriels qui ont souffert de leur chair, de leur investissement pendant les moments difficiles de la Sénélec. Aujourd'hui, vous leur appliquez une hausse quand même de 10%. De 6%. De 6%. Oui, mais d'où est-ce que sortent les 10% dont on a parlé? On a parlé d'une hausse de 6 à 10%. Voilà. Oui. Les 10%, c'est ce que j'ai dit, c'est pour les clients domestiques qui en ont les moyens. D'accord, les riches. Les riches. Mais pour les industriels, oui. Toujours dans le souci de M. le Président de la République. Oui. Parce que les industriels, ce sont eux qui créent les emplois. Absolument. Et il tient beaucoup à la politique. S'ils n'emploient pas, s'ils ne créent pas de la richesse, on ne pourra même pas payer nos factures. C'est pour ça mais vous les augmentez quand même. Non, c'est pour ça que le président a tenu à ce que le réajustement tarifaire puisse leur permettre de mieux gérer cela. Ces industriels, Mamadou, rappelons-nous encore une fois, avant 2012, si vous allez dans tous ces sites, ils avaient tous leur propre unité de production avec du gasoil qu'ils achetaient, qui coûtait excessivement cher. Ces industriels, moi j'en avais discuté avec certains qui justifiaient pourquoi ils étaient obligés d'installer leur propre centrale de production. Il y a une fois, on est venu, on a fait toute notre présentation, il me dit, bon, M. Bité, vous savez, c'est bien beau, mais si je suis avec vous, je ne pourrais pas respecter les objectifs de production, alors que ma clientèle ne tolérerait pas ça. Donc, je suis obligé de faire ma centrale. Ces industriels qui avaient leur centrale ont connu une baisse de 4% en 2017. Ils viennent de connaître une hausse de 6%. Donc, depuis que le président est là,
la hausse n'est que de 2%. De 2%. Et je signale qu'à côté, on a un pays très important en Afrique de l'Ouest dans la CEDEAO. La hausse, c'est 3%. Donc, pour vous voulez parler de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, aujourd'hui, si nous regardons globalement, ces entreprises comparées à ce qu'elles dépensaient avant 2012 et aujourd'hui, la hausse de 2%. Nous ne le disons pas, mais nous disons que c'est possible, ça peut être pour nous permettre demain de leur appliquer des tarifs. Vous leur dites, oubliez les groupes électrogènes, même pas plus besoin de centrales, parce qu'il n'y aura pas de retour des délestages. Exactement. Vous leur faites cette promesse-là. Et que ce réajustement-là, Mamadou, encore une fois, est transitoire. Très bien. Ça ne va durer que quelques années. Vous avez parlé des différentes énergies. La centrale au charbon de Bargny, c'est toujours un projet de Senelec. Elle va se faire? Oui, mais le président nous a demandé de transformer ça au gaz, compte tenu de... Plus de charbon? Plus de charbon. Depuis son engagement à la COP21, on ne fait plus de charbon. Les futurs projets seront soit au gaz, soit aux énergies renouvelables. Pour certains Sénégalais, de l'opposition comme de la société civile, une société civile qui a d'ailleurs manifesté jusqu'au palais, ce vendredi, cette question de hausse ne passera pas et certaines voix pensent même qu'il faut privatiser Senelec aujourd'hui pour avoir l'électricité à moindre coût. Vous pensez que c'est une option qui peut être sérieusement envisagée, de revenir à la privatisation? Moi, je n'ai pas de fixation sur l'option à retenir parce que c'est une décision de l'État que nous accompagnerons dans tous les cas de figure. L'État envisage de privatiser? Mais le plus important... C'est une question précise, parce qu'elle est importante. Ça, peut-être que si vous posez la question à mon ministre, il vous dira. Mais le plus important... Vous devez être dans le secret des dieux en tant que DG de Senelec. On ne vous surprendra jamais. Est-il envisagé une privatisation de Senelec? Aujourd'hui, la réforme est envisagée. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que ce qui va baisser le prix du kilowattheure, le tarif appliqué à l'électricité, ce ne sera pas la réforme, mais c'est l'arrivée du gaz. C'est l'arrivée du gaz. Une réforme de privatisation? Oui, c'est l'arrivée du gaz, Mamadou, qui nous permettra de baisser les tarifs. Mais sauf que le gaz et le pétrole s'est reporté jusqu'en 2023. Voilà. Ce n'est plus en 2022. Oui, mais c'est pour ça que nous disons à nos clients, qui nous ont accompagnés jusqu'à présent, qui ont fait les efforts nécessaires avec nous jusqu'à présent, de tenir encore cette période de transition. Mais jusqu'à quand, finalement? C'est l'arrivée du gaz. Quand? On nous a dit 23, 24. On nous a dit, oui. Vous êtes très prudent. Non, bien sûr, parce que ce n'est pas mon métier. Je préfère me contenter des informations qu'ils nous donnent. Mais ce que je peux dire aux consommateurs sénégalais, aux clients de Senelec, c'est que lorsque le gaz va arriver et que nous aurons à les utiliser dans nos machines, nos coûts de production vont baisser de 40%. Et cette baisse des coûts de production sera remise dans la formule de contrôle de revenus qui a permis d'annuler la compensation en 2017, en 2015 et en 2016. Et cette même formule de contrôle de revenus nous permettra de répercuter cette baisse des coûts de production sur les tarifs de l'électricité. Mais est-ce que la Commission vous contrôle vraiment, la Commission de régulation? Bien sûr. Faudrait-il aller vers une autorité pour lui donner plus de force? Je peux vous donner à titre d'exemple, contrairement à ce que beaucoup pensent. Sur la période précédente de 3 ans, la Commission a retiré de la base tarifaire 90 milliards de Senelec. C'est-à-dire que Senelec est venu présenter son programme, la Commission a dit 90 milliards, je l'enlève et je ne veux pas que ça soit facturé aux clients de Senelec. Les gens parlent beaucoup, bon, peut-être ils doivent faire l'effort de communiquer davantage, mais entre Senelec et la Commission, souvent c'est très très dur. Mais est-ce qu'un audit n'aurait pas réglé le problème? Vous êtes pour un audit de la gestion de Senelec? À un moment donné, on a même dit que le nouveau DG envisage ou
à auditer, réclamer des audits. Oui, à réclamer les audits de la gestion de son prédécesseur. J'ai juste répondu qu'un DG ne réclame pas d'audit. Je suis le patron, grâce à la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Si je veux faire des audits, j'en fais. Mais je voulais juste rappeler, peut-être... Vous l'avez fait? Vous avez ordonné des audits? Non, je n'ai pas ordonné d'audit. Je n'en avais pas besoin. Parce que quand j'ai quitté Senelec pour arriver au niveau du ministère comme conseiller technique de Mme Maïmouna Ndoye Seck en 2013, elle m'a fait confiance pour me nommer administrateur de Senelec. Donc depuis 2013, je suis administrateur de Senelec jusqu'à ma nomination comme directeur général. Peut-être ça, vous l'avez sauté dans la biographie, mais je suis administrateur de Senelec. Vous suivez donc la gestion de Senelec? Exactement. Un audit n'est pas nécessaire? Pour moi, aujourd'hui, j'ai une situation de Senelec qui me permet d'avancer et de m'accorder sur les priorités que M. le Président de la République nous a fixées. Parce que avant, c'était que il n'y avait pas d'électricité et ça coûtait cher. Maintenant, l'objectif qu'il nous a fixé, c'est de baisser les coûts de production et de permettre l'accès universel en 2025. C'est suffisamment motivant que Mamadou... Mais ça repose sur le gaz to power, l'accès universel en 2025. Mais est-ce que les réajustements sur la date de sortie du premier baril et des premiers mètres cubes de gaz à l'horizon 2023 ne fausse pas quelque part les calculs? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de réajuster aussi? C'est une donnée l'accès universel. Le baril, c'est... Vous êtes un scientifique, c'est une question de cohérence et de logique. Mais c'est pour ça que il est important que les clients soient avec nous. Lorsque le président dit « je veux que tous les Sénégalais aient l'électricité en 2025 », c'est une volonté politique que nous devons ensemble mettre en œuvre. Mais cette volonté, comme je l'ai dit, nécessite des investissements. Ces investissements-là viendront de deux parties, l'État et Senelec. Et c'est pour ça que nous devons accepter que ces clients-là doivent accepter une partie de la subvention que l'État leur donnait. Puisqu'ils en ont les moyens, ils disent l'État, prenez cette partie, donnez ça aux autres populations qui en ont besoin. C'est de dire à Senelec, puisque cette partie de notre tarif est subventionnée, nous participons pour vous permettre d'avoir plus de revenus. L'effort de guerre. Exactement. Alors, mais c'est quoi le gap aujourd'hui à combler? On dit accès universel. On en est à combien de pourcentage aujourd'hui, en moyenne au Sénégal? On est à 42%. 42%. Il nous reste combien? Je ne suis pas très fort dans le monde rural. 58% voilà, à combler. dans le monde rural. Dans le monde rural, voilà. 58% à combler. Voilà. Et dans le monde citadin? Dans le monde citadin, on est autour de 90-95%, ce qui nous fait en moyenne 60% d'électrification. Mais quand même, il y a un gap à combler. Exactement. Surtout pour les ruraux. Voilà. Oui. Et, ce sont et je fais partie d'eux. Et moi-même, j'en fais partie, parce que je rappelle que vous l'avez dit tout à l'heure, quand on commençait à étudier, nous, on a étudié avec la bougie. Je le rappelle souvent à mes enfants. Je dis, faites attention, nous, on a étudié avec la bougie. Et quand l'électricité est arrivée, et chaque fois que je vais dans les villages, je leur dis, je dis ça aux enfants, je leur dis, attention, nous, quand l'électricité est arrivée la première fois, dans notre quartier, à Kabotoki, le taux de réussite a augmenté. Donc, vous devez faire plus. Et cet investissement-là, Mamadou, je dis, nous ne pouvons y arriver que lorsque l'État aura suffisamment de capacité pour nous accompagner. Parce que nous ne pourrons, Senelec ne pourra pas faire ça seul. Ce sera Senelec avec l'accompagnement de l'État en termes d'investissement, en termes de garantie à octroyer pour faire les projets. Alors, votre ministre, Mohamed Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des Énergies, a eu à dire dans cette émission que la fusion de Senelec avec l'ASER, Agence sénégalaise d'électrification rurale, est vraiment envisagée, sérieusement envisagée. Vous vous y préparez? Dans quel horizon déjà, pour être précis? Bon, l'horizon, le gouvernement le fixera. Mais dans tous les cas, Senelec, dans sa réorganisation actuelle, parce que, comme disait l'autre, il ne s'agit pas d'avoir de plan précis, mais d'être capable de se réajuster à chaque fois. Mais la fusion aura lieu? Si le gouvernement le décide. Tout comme la privatisation? C'est le gouvernement qui décidera, mais l'essentiel, c'est que nous sommes prêts à tous les schémas possibles.
Une société d'intelligence énergétique existe et Senelec en détient 35%, je crois. Ouais. C'est Akili. Oui. Akili, ça a fait du bruit un instant. C'est quoi la situation de la relation entre Senelec et Akili? Oui, Akili est une filiale de Senelec qui fait des prestations. Parce que quand même, toujours dans le cadre... Et qui a reçu le PDG de EDF. Oui. Oui, je vois que vous êtes très bien renseigné, oui. Mamadou, qui a reçu le PDG de EDF. Et, parce que EDF a ici la concession d'électrification rurale Tamba, Tambacounda, Kaffrine, Tamba, Kédougou. Oui. Je pose la question parce que ce contrat, on en a parlé un moment en disant qu'il serait fait en violation des règles. Est-ce que c'est le cas ou pas? Bon, je ne peux pas dire en violation des règles, oui. Parce que ce que les gens reprochent, c'est plutôt peut-être dire que le contrat ne devait pas être signé et autres. Mais moi, comme je répète souvent à mes collaborateurs, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, est-ce que le contrat d'Akili a un impact sur le coût du kilowattheure que les gens posent? Est-ce que nous devons aller vers cette situation? Moi, je préfère, pour le moment, régler le problème de Senelec. Oui. Regardez quelles sont les priorités et le contrat d'Akili. Je dis aux gens, ne vous fiez pas sur les termes ou sur les mots. Nous avons comme mission aujourd'hui de pérenniser les performances, de corriger ce qui doit être corrigé. Et corriger ce qui doit être corrigé, ça veut dire quoi? Si certains contrats nécessitent des ajustements, nous les ferons. Si certains contrats ne sont pas au bénéfice de Senelec, nous les dénonçons. Qu'en est-il du contrat avec Akili? Aujourd'hui, le contrat d'Akili n'est pas à ce niveau-là. Il ne vous gêne pas? Non. Très bien. On va terminer cette émission rapidement parce que le temps est épuisé. Des questions politiques, puisque vous faites de la politique aussi. Vous militez à Kaolack. Êtes-vous candidat pour la mairie de Kaolack? Moi, je suis candidat à accompagner le président Macky Sall. Parce qu'en 2017, lorsque je mettais en place mon mouvement Kaolack pour la réélection du président Macky Sall, j'avais fait un constat très simple. Que voilà quelqu'un qui est en train de se battre, qui se donne à fond, mais qui n'avait pas tout le soutien nécessaire. Et de mon bureau, j'ai appelé mes amis pour dire que nous devons nous lever pour faire cette masse critique autour de cet homme. On connaît la suite, il a été réélu pour un second mandat. Aujourd'hui, est-ce que Kaolack vous intéresse? Ce qui m'intéresse à Kaolack, Mamadou, c'est ce que je suis en train de faire à Kaolack. Ouais. Quand je réhabilite les écoles, quand je vois tous ces jeunes-là, qui sont dans le même contexte que moi, Mamadou, attendez, c'est important. Oui. Parce que j'ai grandi, je suis né aux abattoirs, j'ai grandi à Kabatoki. Kabatoki, il y avait l'usine de Sonacos qui était à Kaolack. D'accord. Vous êtes et l'argent qui pouvait être un peu facile, Mamadou. Très bien. Parce qu'on allait là-bas, on travaillait, on gagnait rapidement de l'argent. Très bien. Vous êtes candidat ou pas? Non, Mamadou, laissez-moi expliquer. L'émission, elle est terminée. Parce que, donnez-moi une minute. Vous êtes candidat ou pas? Donnez-moi une minute. Et ces gens-là, mon père a insisté pour qu'on ne fasse pas de l'argent facile. Aujourd'hui, ces jeunes-là ont en face les Jakarta. D'accord. Et chaque fois que je vais devant eux, chaque fois que je donne des fournitures scolaires aux écoles. Très bien. Chaque fois qu'on réhabilite des écoles, je leur dis, vous devez faire plus que nous. D'accord. Action sociale en vue d'une prochaine candidature pour la mairie? La mairie de Kaolack, le candidat sera déterminé par le président Macky Sall. Le président qui fait son second mandat versus troisième mandat, c'est un débat. Est-ce que c'est un débat qui vous passionne, vous? Non, parce que c'est un débat qui ne me donne pas des mégawatts, malheureusement. Et qu'est-ce qui est important selon vous entre le second mandat et le troisième mandat? Ce qui est le plus important, c'est que les Sénégalais puissent nous comprendre pendant cette phase de transition. Merci. Pour que demain, on ait le prix du kilowattheure le plus bas de l'Afrique de l'Ouest. Merci, Pape Mademba Biteye, directeur général de Senelec, était l'invité du jury du dimanche. iRadio ITV, présenté par Mahmoud Ibrakan, Babacar Ndiaye, Abdoulaye Ndiaye et tous les techniciens de la télé, mais aussi ceux de la radio. Immédiat SN vous fera le compte-rendu de cette émission. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.